France Maghreb 2. Au sommaire de ce grand forum, la spéciale devrais-je dire même du grand forum, puisqu'aujourd'hui nous recevons Salah Hamouri, avocat franco-palestinien. L'homme de 33 ans avait été arrêté à Jérusalem le 23 août 2017. Les accusations contre lui sont restées confidentielles, comme c'est souvent le cas pour les détentions administratives. Il a choisi ainsi que son épouse Elsa Lefort, qui a été de tous les combats auprès de lui. Le grand forum sur France Maghreb 2 pour s'exprimer et nous accorder sa première interview radio depuis sa libération, où il témoignera des conditions d'incarcération dans les geôles israéliennes. Auditeurs, proches et amis de Salah Hamouri pourront lui poser des questions en nous appelant 01 40 33 9000. Vous n'hésitez pas, soyez les bienvenus. Salah Hamouri dans quelques minutes sur France Maghreb 2. C'était à la une de l'actualité de ce 16 novembre. Un 16 novembre 1866, le journal Le Figaro devient quotidien. 1945, création de l'UNESCO. 1995, Yamin Zerwal est élu président de la République algérienne dès le premier tour. En 2006, France, promulgation de la loi d'interdiction de fumer dans les lieux publics. Une disparition à vous signaler en 1993. Évidemment un 16 novembre, Achille Zavata, clown français. 16 novembre 1977, vous parlez de Spielberg qui présentait Rencontre du troisième type. Steven Spielberg se lance véritablement dans la science-fiction avec la réalisation de ce film. Une multitude d'événements étranges ont lieu dans le monde entier. Il semblerait qu'une présence extraterrestre en soit à l'origine. Plusieurs personnages tenteront d'élucider ces mystères, peut-être jusqu'à cette fameuse rencontre du troisième type. Spielberg présente ici une nouvelle facette de l'homme face à une éventuelle invasion. Les êtres humains semblent l'espérer, semblent s'y soumettre à défaut d'être présentés comme les maîtres absolus de l'univers. Un 16 novembre 77, en tous les cas, Steven Spielberg réalisait un bon succès avec Rencontre du troisième type. C'est la journée mondiale de la prématurité aujourd'hui. Très peu d'anniversaires en ce vendredi. Souhaitons tout de même celui de l'acteur Jacques Gamblin qui a aujourd'hui 61 ans. Elle, c'est Catherine Willows dans la série Les Experts. L'actrice Marthe Algenberger a aujourd'hui 60 ans. 36 ans pour l'humoriste Anthony Joubert. 38 ans également pour aujourd'hui pour la chanteuse Laure Milan. 57 ans pour celle qui avait remporté l'Eurovision et a connu un gros succès avec Dessine-moi, c'est Corinne Hermest. Et puis enfin, toujours dans le cinéma, Maggie Gillibrand a aujourd'hui 41 ans. Le grand forum, le coup de cœur. Le coup de cœur sur France Maghreb 2. Coup de cœur musical pour ce grand forum et pour cette dernière de la semaine en ce vendredi, puisqu'il sera ce soir, et là ça s'adresse au public marocain en particulier, puisque nous sommes en ligne avec Douaman Lahlou. Bonjour, salam alaikum. Bonjour, alaikum salam, bonjour à vous, à toutes vos auditrices et auditeurs. Alors, vous êtes de passage en France et en particulier à Montreuil ce soir. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour éventuellement ceux qui ne vous connaissent pas encore? Alors je suis Douaman Lahlou, chanteur, auteur, compositeur, producteur marocain, tout le monde connaît au Maroc. Et là, je suis en tournée en Europe, enfin, c'est un début d'une tournée mondiale, en collaboration avec le ministère des Marocains du Monde, et donc je commence une tournée maintenant, 5 récitals, 5 concerts, une à Paris, la première c'est à Paris, ce soir même, à Montreuil, à Khaïmtna, avec le grand producteur M. Alessani. 2021, je donne des soirées avec les députés, les ambassadeurs de l'Union Européenne à Bruxelles avec notre ambassade. Et 24 grands concerts au théâtre à Amsterdam et 25 à Utrecht. Voilà, 5 soirées. Très bien, donc 5 soirées, ça débute ce soir donc à Montreuil. À Montreuil, voilà, les gens qui veulent écouter les Diaz il Bouldan, Yashounia Nouara, Dina Kdima, Aman Alek et Marqué, sont des chansons connues et qui sont les bienvenus. Je serais très content de les Ça commence à quelle heure? Ça commence à quelle heure? 20h. 20h. C'est en mode concert, donc voilà, je vous passe si vous voulez Monsieur Rissani, le producteur, qui pourra vous donner un peu plus d'informations. Très bien, bah écoutez, merci beaucoup et on a Diète donc ce soir à 20h merci. à Montreuil. Rissani, au revoir. Au revoir. Mohamed Rissani, comment ça va Mohamed? Oui. Alors ce soir, donc tu accueilles chez toi, à Montreuil, le grand chanteur marocain. Oui. Alors comment fait-on pour y aller? Dis-nous comment ça se passe. Donc on aura le grand plaisir de recevoir une grande vedette de la chanson marocaine contemporaine, Douaman Lahlou, très connue. Et justement, il vient dans le cadre, comme il l'a signalé, dans le cadre d'une tournée, une grande tournée, à la rencontre de la communauté marocaine et tout le public qui aime Douaman. Et ça se passe ce soir à Khaïmtna, au 50 rue de Paris.
Donc c'est un récital, je dis c'est un récital. Il va venir, je précise, avec son groupe des très grands musiciens qui vont venir spécialement avec lui du Maroc. Et donc maintenant c'est une ambiance très conviviale, intime, voilà. Très bien. L'adresse peut-être où il faut réserver ou pas, Mohamed, avant de venir? C'est surtout réservation parce que les places sont limitées, donc les gens sont intéressés, c'est 06 60 120 150. 06 60 120 150. Vous envoyez, vous appelez maintenant, vous réservez votre soirée et vous y allez en famille ce soir parce que c'est une soirée familiale comme d'habitude d'ailleurs à Renatna. C'est très gentil, Christophe. J'embrasse tous les auditeurs de France Maghreb 2. Et par avance, toujours bienvenue. Hein. Merci beaucoup et par avance une très bonne soirée, si Mohamed. Merci Christophe, merci. Et rendez-vous tous ce soir donc à Montreuil à partir de 20h. AFM à Reims et toute sa région. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum, la spéciale du grand forum aujourd'hui, et je dois dire que j'ai une émotion toute particulière aujourd'hui parce que évidemment on l'attendait avec beaucoup d'impatience, cette libération qu'on a évidemment attendue pendant plus de 13 mois, et il est enfin avec nous. Et Elsa, qui à chaque fois que je la sollicitais, Elsa Lefort, pour faire le point sur l'affaire, qui répondait toujours présente. D'abord, bonjour Elsa. Bonjour. Bienvenue sur France Maghreb 2. Merci de nous accueillir une fois de plus. Et c'est vrai que ce fut comme ça par période où je t'ai contacté, où on essayait de faire le point, de relancer un peu la machine, d'essayer de faire un peu de coup de pression pour que évidemment on entende parler du sort de Salah Hamouri. Et à chaque fois t'étais là, tu t'es battu vraiment pour obtenir sa libération. Salah Hamouri est avec nous aujourd'hui. Bonjour Salah, bienvenue sur France Maghreb 2. Bonjour et merci pour nous recevoir une fois encore, moi et Elsa cette fois-ci. Parce qu'Elsa m'en a parlé de tout ce que vous avez fait aussi pour moi pendant ma détention aussi. Alors pour m'accompagner aujourd'hui, m'épauler, Hanan Zawani qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Hanan. Bonjour Christophe, bonjour Elsa, bonjour Salah, bonjour Monsieur Mamie et bonjour chers auditeurs et auditrices. Et oui, puisque le vendredi c'est Mamie, Tarek Mamie, bonjour. Bonjour Christophe, bonjour à toutes, bonjour à tous. Effectivement, il y a des fois, il y a des jours où quand on rencontre des personnes, on a une émotion particulière parce que on a envie à la fois de se voir dans le miroir de l'autre et de ressentir ce que l'autre ressent quand quand les conditions sont difficiles et quand les causes sont justes. Et pour France Maghreb 2, pour tous les auditeurs le savent, pour nous parler de la Palestine, c'est parler d'une partie de nous-mêmes, tout en disant que nous parlons de la Palestine, non pas parce qu'en Palestine, il y aurait des musulmans ou il y aurait des arabes, mais parce qu'en Palestine, il y a un problème de colonisation et que tout le monde doit comprendre que quand il y a une colonisation, il y a forcément résistance. C'est pas moi qui le dis, c'est le général de Gaulle dans son fameux discours de 1967. Et dans ce fameux discours, il dit Israël s'est emparé aujourd'hui du territoire. Demain, il y aura une résistance. Ils l'appelleront terrorisme, mais c'est le sens de l'histoire parce que la résistance naît de toute occupation. Donc je suis heureux de vous recevoir ici. Vous êtes chez vous, vous bien sûr et Elsa. Et j'allais dire c'est à vous aujourd'hui de nous parler, de parler aux auditeurs, de dire ce que vous avez et dans la tête et dans le cœur, parce que nous on est animateurs, journalistes, interrogateurs, mais nous ne vivons pas ce que vous avez vécu et nous souhaitons que chacune des auditrices et chacun des auditeurs ressentent ce que vous allez dire de manière à ce que votre cause grandit encore et que demain, quand vous allez rentrer chez vous à Al-Quds, vous saurez que tous ces gens-là, de toutes les façons, seront de votre côté, quel que soit ce qui se passera, et on espérera que le bien se passera et qu'il y aura le mieux pour vous. Et d'ailleurs, les auditrices auditeurs qui souhaitent parler à Salah Hamouri tout à l'heure pourront le faire, bien entendu, en appelant 01 40 33 9000. D'abord, Elsa, la première question que j'ai envie de te poser, avant qu'on accueille aussi, parce qu'il y a aussi Ziad Medou qui est d'un autre point de la Palestine, Gaza, bien sûr, cette prison à ciel ouvert. D'ailleurs, on va le saluer d'ailleurs. Salut Ziad. Bonjour tout le monde, bonjour Salah, Elsa, Tarek, Christophe, tous les éditeurs et toute la présence à France Maghreb 2.
Alors Ziad, reste avec nous, hein, donc j'espère qu'on aura une bonne connexion depuis Gaza. Juste un petit mot, je crois qu'il y a eu une nouvelle marche de retour aujourd'hui et de nouveaux blessés dans la bande de Gaza. Hein. Effectivement, il y a 40 blessés, parmi eux il y a 3 graves, dans le cadre de 34e semaine de la marche de retour. Donc après les 2 jours difficiles vécus par la population civile de Gaza, aujourd'hui c'est la marche de retour, c'est le vendredi. Donc c'est un bilan provisoire, on va attendre jusqu'à 20 heures pour avoir le bilan du ministère de la Santé de Gaza. Alors Elsa Lefort, épouse donc de Salah Hamouri, au cours de ces 13 mois, hein, c'est ça, 13 mois d'incarcération, donc dans les prisons, dans la prison israélienne. Et d'ailleurs, on va en parler tout à l'heure, Salah, parce que tu as été transféré dans ce qu'on pourrait appeler l'une des prisons les plus dures qu'on connaît. Elsa, niveau pression politique, pour obtenir la libération de Salah Hamouri, tu nous l'as dit, tu nous l'as confié, ça a été compliqué, difficile. On a l'impression que Salah Hamouri n'était pas un citoyen français comme les autres. Alors oui, au niveau des autorités françaises, c'est vrai que ça a été compliqué. Il a fallu ramer, on a déjà attendu plus d'1 mois et demi avant que l'Élysée nous réponde à nos messages. Dès qu'on Salah a été incarcéré, on les a contactés et en fait ils nous ont répondu pas parce que finalement ils avaient reçu les messages, mais aussi parce que il y a eu une mobilisation aussi bien des citoyens que de certains élus, de partis politiques, de syndicats, etc. qui a commencé à avoir du poids sur les autorités françaises et à force de recevoir des lettres de maires, de citoyens, d'élus, de députés, et il y a eu aussi des questions au Sénat et à l'Assemblée. Je pense que ça a commencé à les déranger un peu et à se dire, et ils se sont dit qu'il fallait commencer à considérer Salah, mais c'est sûr que il a passé 13 mois de trop. Aussi parce que la France n'a pas agi suffisamment fermement et je pense que si il s'appelait pas Salah et si il n'était pas incarcéré en Israël, il n'aurait pas fait 13 mois de prison pour rien. D'ailleurs, tu parlais de l'Assemblée nationale. Dans cette même Assemblée nationale, un certain Maher Habib n'a pas hésité à qualifier Salah de terroriste. En effet, oui. C'est pas étonnant, hein, c'est un peu son. Alors je vais juste peut-être rappeler l'intervention d'un député socialiste dans la précédente législature, suite à une intervention de ce genre, de ce calibre de Monsieur Habib, et c'était Jean Glavany. Et Jean Glavany était assis, moi j'étais à l'Assemblée nationale, et il a sauté comme un diable de sa boîte pour crier, j'allais dire d'une manière instinctive, et pour lui dire, Monsieur Habib, je vous rappelle que vous êtes dans l'Assemblée nationale française et pas à la Knesset, et que vous êtes un député français. Arrêtez ce genre de discours. Mais là, quand il a qualifié Salah de terroriste, il y a les groupes La France Insoumise et le groupe communiste qui se sont levés, qui ont quitté l'hémicycle en disant non, là c'est trop, on entend, c'est insoutenable d'entendre un citoyen français ainsi qualifié par un député de la République français. Alors, Salah, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on peut revenir, si tu le veux bien, à ce fameux mois d'août 2017, ce matin où tu as été arrêté à Jérusalem? D'abord, est-ce que tu t'y attendais? Alors non, pas du tout, j'attendais pas, parce que j'avais prévu mon billet le vendredi, le 30, pour venir ici en France. Tu devais repartir à Paris? Je devais repartir à Paris le 30 août. Alors le 23, à 3h30, 4h du mat, je dormais bien sûr, et d'un coup je me réveille avec les voix de gens qui tapaient sur la porte, qui cassaient les portes de tout l'immeuble là où j'habitais. C'était clair qu'ils savaient que j'habitais dans cet immeuble-là, mais pas exactement dans quel appart. Ouais. Alors ils sont rentrés chez tout le monde. Chez tout le monde. Il y avait environ 200 de forces spéciales qui entouraient l'immeuble où j'habitais. Et quand t'as entendu ce bruit, t'as compris que c'était pour toi? Bah oui, j'ai bien compris que j'ai compris que c'était pour moi, parce que ils tapaient sur la porte, et quand j'ai ouvert, ils ont vu ma carte d'identité, ils ont dit c'est bon, il est là. Alors ils sont restés à la maison, et dès la première minute ils ont fait mettre la pression sur moi, en disant on va fouiller la maison, on va casser la maison,
va voir ce que vous avez. Bon, ils ont fouillé pendant 45 minutes à la maison, ils ont rien trouvé. Au bout de 45 minutes, ils m'ont dit tu vas être arrêté. Ils avaient un ordre d'arrestation. Et bon, ils m'ont bandé les yeux, ils m'ont mis les mains derrière le dos avec des menottes en plastique ils m'ont mis dans un jeep blindé et après ils m'ont pris jusqu'à une base militaire qui est située dans le nord de Ramallah qui s'appelle Bethel. C'est le matin à Ramallah il fait assez froid, même août il fait froid. Ils m'ont posé par terre pendant jusqu'à 4-5 heures, posé par terre. Après d'être transféré encore une fois dans une autre base armée qui s'appelle Ofer pendant 2 heures. Et une fois après, ils ont ramené la police pour qu'elle me transfère dans un 3e centre d'interrogatoire qui s'appelle The Russian Compound. C'est une ancienne église russe qui a été prise par les Israéliens. Ils l'ont transféré pour un centre d'interrogatoire. Et là-bas, le même jour, j'ai passé au tribunal. Ils ont prolongé ma détention pour 2 jours. Et ils m'ont interrogé pendant une demi-heure. Bon, l'interrogatoire, c'était des questions-réponses. Je veux pas dire que c'était dur, c'était simple, mais il n'y avait rien. Dès le début, je savais que le dossier, il n'y a rien dans le dossier. C'était juste... Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Est-ce ils ont justifié cette arrestation? Quelles étaient les raisons? Il y avait que nous, on a des infos, ils ont des infos discrètes qui disent que moi, je suis un danger sur la sécurité d'Israël. Ouais. Et rappelons que tu venais d'obtenir ton diplôme d'avocat. Il me restait juste prêter serment le 26-27 parce que j'avais tout passé, moi, les examens, c'était tout était prêt. Mais du coup, le dossier, c'était clair pour moi dès le début. Ils m'ont posé des questions sur la situation familiale, sur mes parents, sur Elsa, sur la famille. Elsa qui était d'ores et déjà interdite d'entrer. Elsa, elle a été interdite de rentrer depuis plus qu'un an. Pour quelle raison? Enfin, quelle raison il justifie pour une interdiction de territoire? Je serais un danger également pour la sécurité de l'État d'Israël, ce qui est l'appellation qu'ils donnent à chaque fois qu'ils veulent écarter quelqu'un du territoire, ou pour les Palestiniens, dès qu'ils veulent mettre quelqu'un en détention sans justifier, il y a ça, et puis en fait, vous pouvez pas demander en quoi vous êtes un danger, quoi. Vous êtes un danger, point, et le dossier est secret comme pour ça là. D'accord, donc du jour au lendemain, comme ça, vous devenez un danger sans aucune raison, justifiée et valable. Ouais. Alors, au bout d'une semaine, pour pas être très long, j'ai passé 3 jugements pendant 3 jours. Au bout d'une semaine, le juge, il a décidé que moi, je dois être libéré parce que le dossier, il était vide. Il m'a libéré sous des conditions très difficiles, mais malgré on a accepté. Ils ont mis de conditions que interdiction de rentrer à Jérusalem pendant 3 mois, interdiction de rentrer en Cisjordanie pendant 3 mois, interdiction de voyage pendant 3 mois, payer une caution de 40 000 et d'être dans une arrestation maison à Haïfa. Et ce qu'on a accepté. Et on a dit d'accord, ça reste mieux que la prison. Que la prison, oui, absolument. En fait, c'est une résidence surveillée en quelque sorte. Ouais. Oui, c'est ça, une résidence surveillée. Et alors, du coup, je suis allé, ils m'ont retransféré dans la salle d'interrogatoire pour être libéré. Et 2 heures après, c'est le renseignement qu'ils ont ramené l'ordre ce qu'on appelle entre guillemets la ministre de la Défense israélienne, l'ordre ce qu'on appelle la détention administrative pour 6 mois. Au niveau de l'interrogatoire, parce qu'on imagine bien, on le voit en tout cas dans les vidéos, leur manière de s'adresser aux Palestiniens. Vous, comment est-ce qu'ils se comportent avec vous, étant donné que vous êtes une personnalité politique, publique? C'est ça a été en tout cas votre 2e arrestation. Est-ce qu'ils sont violents avec vous? Est-ce qu'ils vous traitent bien? Est-ce qu'ils vous parlent mal? Comment ça se passe? Et dans quelle langue se passe l'interrogatoire? En hébreu, en français, en anglais pour vous? Alors l'interrogatoire, il faut savoir qu'il y a plusieurs systèmes d'interrogatoire. Pour les gens qui veulent les mettre, en général, ça on peut pas généraliser, mais en général, il y a des particularités, bien sûr, mais en général, il y a des gens qui ont la décision de leur mettre en détention administrative. C'est léger les interrogatoires, ça veut dire tu te fais quelques heures assis sur une chaise, et bien sûr t'es menotté mains et pieds,
Mais c'est pas plus que ça. Il n'y a pas de violence verbale ou physique. Il n'y a pas de... déjà, l'arrestation lui-même, d'être dans la prison, déjà, c'est psychologiquement... C'est violent, oui. C'est violent. Alors, il y a d'autres façons d'interrogatoire pour les causes que eux, entre guillemets, ils disent que c'est des causes plus dures. Ça, c'est autre chose que moi j'avais passé comme la dernière fois en 2005. 2005, ouais. 2005, c'est une phase d'interrogatoire, isolement total dans des petites pièces de 1 mètre, 2 mètres, où tu es fait interroger 22 heures ou 23 heures. Et les 23 heures, tu es attaché sur une chaise, mets tes mains et pieds derrière le dos, sans dormir. Tu manges la table où tu te fais interroger, tu dors pas. Même l'heure qu'ils te donnent pour dormir, c'est une heure qui te fatigue plus que ça te relaxe. T'es isolé, t'es interdit d'avocat pendant... Moi, en 2005, j'étais interdit d'avocat pendant 56 jours. Alors il n'y a pas un système général pour tout. Il prend cas par cas. Mais moi, cette fois-ci, ils savent qu'aussi j'ai de l'expérience. Ça, c'est aussi, il fait partie de leur calcul. Les gens qui ont de l'expérience, c'est pas comme c'est pas la même façon de traitement. Médiatisé. Ouais. Alors 2 fois j'ai passé un interrogatoire, une demi-heure, 1 heure à chaque fois. Des questions générales, pas de rentrer dans les détails. Ils sont pas rentrés dans les détails des questions parce qu'ils avaient rien. Ils avaient rien. Le dossier était vide. Il y avait rien dans le dossier. Et dans quelle langue? Alors eux, il faut dire que les renseignements israéliens, c'est une des plus forts dans le monde, pas que dans le Proche-Orient. Ils ont des spécialistes qui parlent arabe. Exactement comme les Palestiniens, tu peux pas faire la différence. Ouais. Alors il te fait interrogatoire en arabe. En arabe. Arabe palestinien. Arabe palestinien. Ah oui. Alors Ziad, donc tu nous expliques que tu t'es fait arrêter, que tu as été interrogé pendant plusieurs jours, etc. Et ensuite tu te retrouves effectivement dans cette prison. Elsa, elle à Paris, elle apprend ça. Évidemment, c'est la consternation, l'inquiétude, parce que quand on rentre, on sait que c'est pendant 6 mois, mais c'est renouvelable de manière indéterminée finalement. Hein, on sait pas quand est-ce qu'on sort. Alors c'est une vieille loi anglaise que les Israéliens utilisent et qui leur va très bien parce qu'ils disent c'est la loi du pays, c'est une loi qu'on n'a même pas écrite parce qu'il y a une dimension hypocrite dans cette vision politique et tout ce qui peut servir donc l'intérêt de l'État israélien parce que les mots ont leur valeur sont utilisés et il y a eu plusieurs organisations internationales et quelques organisations israéliennes qui ont demandé l'abrogation de cette détention administrative, en tout cas de la limiter dans le temps à une seule fois et de la justifier. Et l'État israélien, bien sûr, ne répond pas à ces 3 critères. Alors c'est différent, par exemple à Gaza, Ziad, parce que à Gaza on les arrête pas, on les tue direct, hein. C'est ça? Exactement. D'abord, j'aimerais bien saluer le courage de Salah Hamouri, parce que nous, comme Palestiniens, on connaît bien la souffrance des prisonniers palestiniens, et je salue encore le courage, parce que je sais c'était pas facile pour Elsa Lefort. Je salue sa patience, son endurance, et j'aimerais bien donc à cette occasion donc rendre hommage à un grand solidaire résistant, mon ami Jean-Claude Lefort, qui a fait beaucoup d'efforts avec le comité de soutien à Salah Hamouri, avec d'autres solidaires. Donc c'est vrai, à Gaza, nous vivons dans une prison à ciel ouvert. Mais on comprend bien donc la souffrance donc de Salah Hamouri, parce que c'est pas la première fois. D'ailleurs, nous on a manifesté, je pense, le mois de avril ou mars devant l'Institut français. Donc il y avait beaucoup de sociétés civiles qui ont participé pour dénoncer donc le rôle français officiel contre l'incarcération et contre la détention administrative illégale, et le rôle français donc deuxièmement qui n'a pas été, comme il a souligné Elsa, qui n'a pas été à la hauteur de ce citoyen français donc et franco-palestinien. Donc pour nous à Gaza, c'est vrai, la situation est un peu différente en la Cisjordanie, parce que c'est vrai, les prisonniers, on a des anciens prisonniers, ça veut dire des prisonniers qui ont été arrêtés. La dernière fois, c'était en 2005, parce que les militaires israéliens, après 2005,
en octobre 2005, il y a un retrait israélien de toutes les colonies. Ils ont évadé les 19 colonies qui se trouvaient d'une façon illégale. Donc, mais après, on n'a pas de cas. Peut-être pendant les offensives militaires de 2009, 2012, 2014, il y avait des arrestations, mais il n'y avait pas un système de détention administrative. Mais nous avons, avant 2005, des anciens prisonniers et des prisonniers donc très anciens, très âgés. On a des prisonniers qui ont maintenant 65 et 70 ans, qui étaient prisonniers pendant donc et arrêtés pendant la présence militaire israélien, donc soit en 1994 avec l'arrivée de l'autorité palestinienne, soit en 2005, avant 2005 avec le retrait israélien de la bande de Gaza. Mais en général, donc on a un problème grave chez nous, c'est l'interdiction par les autorités israéliennes des visites donc des prisonniers. Auparavant, il y avait une introduction de la Croix-Rouge donc internationale pour convaincre le gouvernement israélien, pour mettre la pression contre le gouvernement israélien afin qu'il puisse donc permettre à des Palestiniens, à des familles, à des enfants, à des femmes palestiniens de rendre visite à leurs familles donc dans les prisons israéliennes. Mais depuis longtemps, surtout depuis le début de la marche de retour et depuis la situation donc d'instabilité dans la bande de Gaza, les autorités israéliennes donc empêchent donc les familles, les enfants, les femmes de rendre visite à leurs proches dans les prisons donc israéliennes, et ça montre un peu la politique de pression des autorités israéliennes contre les familles palestiniennes pour ne pas voir sa famille. Et je pense Salah il est le mieux placé parce qu'il vient d'être libéré, donc il connaît bien comment donc priver donc un prisonnier de voir sa famille, surtout une famille qui fait beaucoup d'efforts de la bande de Gaza, qui traverse des dizaines de checkpoints entre Gaza et les prisons israéliennes, soit au Negev, soit en n'importe quelle ville, donc dans les territoires, pour rendre visite à leur famille. Donc ça fait partie de la politique israélienne de priver les familles et surtout priver le prisonnier de voir sa famille, et donc ça mettre le prisonnier et la famille dans l'inquiétude et dans l'angoisse. Ouais. Et malgré tout cela, donc, Gaza, avant tout, déjà, c'est une prison à ciel ouvert. Déjà, nous, les citoyens normands, on est donc souvent interdits de sortir de Gaza. Les patients et les malades, ils sont interdits d'aller se soigner dans les hôpitaux, soit égyptiens, soit israéliens, soit les hôpitaux de la Cisjordanie. Donc, déjà, nous, dans la bande de Gaza, nous vivons une situation catastrophique avec la fermeture des passages, et ça ajoute à tout cela donc les agressions israéliennes permanentes, soit lors de la marche de retour, comme aujourd'hui le vendredi, tous les vendredis. Donc, on a 2 heures de manifestation pacifique, mais les représailles israéliennes sont sanglantes, et quelquefois, les Palestiniens de Gaza vivent une situation catastrophique, comme les bombardements, comme lundi, mardi dernier. On a vécu donc 2 jours difficiles avec presque 300 raids israéliens qui ont visé donc les infrastructures civiles, avec la destruction des chaînes de télévision, des hôtels, des jardins d'enfants, des immeubles, des maisons appartenant des civils, et l'assassinat de 14 morts, 5 Palestiniens. Donc ça montre un peu que la bande de Gaza subit jusqu'à maintenant donc des mesures israéliennes atroces, et que les Palestiniens, que 2 millions de Palestiniens de Gaza vivent la souffrance au quotidien. Merci Ziad. Alors Salah, on va revenir dans un instant évidemment avec toi juste après la pub, parce qu'on va essayer, parce qu'on en parle beaucoup, Tarek, Elsa, Hanan, des conditions d'incarcération en Israël, mais là l'occasion nous en est donnée pour savoir exactement comment ça se passe, parce que Salah en a été témoin malheureusement, et va nous dire d'ailleurs, suite à, je crois, alors tu vas me contredire si je me trompe, on en reparlera d'ailleurs dans un instant, mais suite à un article ou une déclaration que tu as faite dans un journal français, t'as été transféré. Alors là, les conditions se sont durcies, hein. Je crois, ça a été assez violent. On en reparle dans un instant, justement, et vous, amis auditrices, auditeurs, vous allez pouvoir, intervenir, poser vos questions à Salah Hamouri qui est avec nous, en direct, évidemment, questions courtes pour laisser l'opportunité à chacune, à chacun de pouvoir s'exprimer, de pouvoir poser vos questions. Salah Hamouri est avec nous, et ça nous fait bien plaisir
c'est la première interview radio qu'il accorde donc à France Maghreb 2 depuis sa sortie. Ça fait combien maintenant 20 depuis le 30 septembre. 30 septembre, voilà. Donc un peu plus d'un mois et quelques jours. On espère que c'est une liberté longue, à long terme, hein. De long terme. Mais on sait jamais. À tout de suite. LGF, le grand forum, la spéciale aujourd'hui avec Tarek Mami, Alan Zawani et nos invités, Elsa Lefort et Salah Amouri qui est enfin parmi nous aujourd'hui. Pendant 13 mois, on l'a espéré, on l'a attendu. Et il est là, Salah Amouri, en face de nous. On va revenir sur tes conditions d'incarcération, parce que là, il y a beaucoup de questions à te poser. Mais j'ai envie de te poser la question suivante, même si je connais un peu la réponse. Comment est née cette comment dirais-je, cette résistance, même si le mot ne convient pas forcément pour les Palestiniens. Est-ce que d'abord, quand on est palestinien, est-ce qu'on a en soi cette résistance de toute façon, de facto? Bah écoute, quand je suis né, quand t'es né à ville comme Jérusalem, ouais. Quand tu vis Jérusalem, et tu ouvres les yeux sur l'occupation israélienne, tu sens pas que t'as beaucoup de choix à faire. Ouais. Tu sens que toutes les circonstances autour de toi, ils te poussent vers un choix. Je parle de moi, après les gens, chacun il fait son choix, mais moi, grandir dans une famille où à un âge assez tôt, j'ai vu l'armée israélienne venir chez nous pendant 3 et 4 ans, quand j'avais 5-6 ans, pour chercher mon oncle tous les nuits. Et je me souviens de ces images des soldats qui regroupaient la famille entière dans une petite salle pour fouiller la maison pendant des heures et des heures. J'ai vécu ça après, même après l'arrivée d'Oslo, ça n'a pas changé trop la situation en réalité, quoi, parce qu'après t'avais ce qu'on appelle le petit intifada des prisonniers 96, t'avais l'histoire du tunnel sous la mosquée de l'Aqsa, ouais. 97. Alors on a grandi dans ces circonstances-là où tu vois l'armée, les checkpoints, le peuple qui se fait pousser à partir de Jérusalem. Tu vois les conditions des gens, comment c'est dur de vivre à Jérusalem, comment les Israéliens ils essayent tous les jours de mettre les pressions sur les gens pour quitter Jérusalem. Peu à peu, tu t'engages et t'es là, tu essaies de comprendre pourquoi on est là, pourquoi eux ils sont là, qu'est-ce qui s'est passé, tu commences à un âge aussitôt de découvrir et comprendre une histoire, et tu découvres que c'est une longue histoire qui date de dizaines d'années d'occupation. Et c'est comme ça que une fois t'es dans ce sujet politique, quoi. Ouais. Alors, je vais me faire un peu la côté people là pour le coup. Elsa, qu'est-ce qui t'a conduit à ça là, toi qui habites ici en France? C'est une autre forme d'engagement. Moi, j'avais un engagement politique en France, et cet engagement politique m'a conduit pour la première fois en 2003 en Palestine. Ouais. Et ensuite, j'y suis retournée très très régulièrement. J'étais engagée dans le comité de soutien de Salah lors de la première incarcération. Exactement. 2005. Voilà. Et en fait, j'ai rencontré Salah le jour de sa libération, le 18 décembre 2011. Elle s'en souvient comme si c'était hier. Et voilà, à Jérusalem. Donc c'était une belle fête. C'était après 7 ans de détention. 7 ans. Voilà. Première incarcération, 7 ans. C'était sa 3e, là c'est la 4e. Voilà. Ah oui, d'accord. 7 ans, ouais. Et donc après, de fil en aiguille, voilà, vous avez bien pris à faire connaissance, et donc aujourd'hui vous êtes liés, voilà, avec d'ailleurs un joli petit garçon qui a retrouvé son papa, et tant mieux. Alors Salah, on retourne sur ces conditions d'incarcération. Tu nous as expliqué tout à l'heure donc l'arrestation en août 2017 et donc les nombreux interrogatoires.
La première partie de l'incarcération, avant que tu sois transféré dans une autre prison, ça ressemble à quoi le quotidien d'un prisonnier en Israël? Alors déjà, il faut savoir que la pression, elle commence au moment où ils ont rentré dans la maison. Parce que là, ils essayent d'utiliser le premier moment de la peur qui, pour eux, c'est un moment très fort. Où toi, t'es tout seul et il y a 200 forces spéciales autour de toi. Ouais. Alors ils essayent de mettre la pression dès la première minute. Et ça, c'est un jeu que, avec l'expérience, tu commences à le comprendre. Alors moi avec eux dès le premier moment j'ai refusé de répondre à des questions, même des questions simples à la maison quoi. Genre tu travailles où, tu fais quoi dans ta vie. Dès le premier moment j'ai refusé de répondre à aucune question parce que c'est mon droit de répondre, de garder le silence. Et après une fois d'être dans un centre transféré au centre d'interrogatoire, ce centre d'interrogatoire c'est un centre qui est un centre d'interrogatoire depuis plus que 40-50 ans quoi, de centre d'interrogatoire. Il y a aussi plusieurs systèmes d'incarcération dans ce centre d'interrogatoire. Moi je peux dire cette fois-ci, comme ils avaient l'idée de me mettre en détention administrative, ils m'ont mis on était dans une petite cellule. Les premiers 3 jours, je peux dire, j'étais mis dans une petite cellule parce qu'ils savaient pas encore qu'est-ce qu'ils allaient faire de moi. Et 3 jours après, ils m'ont transféré dans une cellule où on était 7 ou 8. Mais c'est difficile, tu trouves, dans une cellule à 7 ou 8 personnes, t'es coupé du monde. Pour moi, j'avais des amis qui étaient avocats, alors ils venaient me visiter, mais la famille, mon père, ma mère, le reste de la famille, bien sûr, Elsa, personne ne venait me visiter dans le centre d'interrogatoire, je les voyais dans les tribunaux, mais ce centre d'interrogatoire, autour de toi, il y avait une cellule pour les prisonniers politiques, mais le reste, c'est des prisonniers de droit commun. Alors, est-ce que la nourriture qu'ils nous donnent, elle est pas terrible? Les vêtements, t'es obligé de laver tes vêtements sur la main. Vous êtes combien par cellule? On était 10 par cellule sur combien de mètres carrés? Alors, c'est peut-être, on peut dire, largeur de 5 mètres sur 4 mètres, quoi. D'accord. Alors, il y a une surpopulation. C'est 1 mètre par personne. Est-ce qu'ils mélangent les prisonniers palestiniens, d'abord politiques et de droit commun, et est-ce qu'ils les mélangent avec d'autres prisonniers israéliens? Comment ça se passe? Ou est-ce que c'est de la ségrégation, c'est de l'apartheid, les Palestiniens d'un côté et les Israéliens de l'autre? Alors, les Palestiniens... Bonne question, Tarek. Les Palestiniens prisonniers politiques, ils sont toujours à part, ne mélangés ni avec des Israéliens ni avec des Palestiniens de droit commun, que des prisonniers politiques. C'est spécial. C'est des sections spéciales pour prisonniers politiques. Alors les droits communs, ils sont mélangés. D'accord. Palestiniens, Israéliens. Palestiniens, Israéliens. Alors leurs prisons, ils sont mélangés. Mais nous, on n'est que prisonniers politiques. Aujourd'hui, on sait quel est votre nombre à vous, prisonniers politiques? Aujourd'hui, le numéro de prisonniers politiques, il est à 5000. 5000 prisonniers politiques. 400 prisonniers politiques palestiniens. Parmi eux, il y a 250 enfants. Oui. Il y a 62 femmes. Il y a 500 prisonniers en détention administrative. Il y a 10 prisonniers qui ont passé plus que 30 ans en prison. Il y a presque 80 qui ont passé plus que 20 ans dans les prisons israéliennes. Il y a maintenant aujourd'hui des centaines qui ont dépassé plus que 15 ans dans les prisons. Il y a 600 prisonniers qui sont jugés à vie. Il y a plus de... Dans Barghouti qui est condamné à 3 fois perpète, perpétuité. Et il y a plus que 1000 prisonniers qui sont jugés plus que 20 ans, quoi. Donc il y a encore beaucoup de centaines de Salah Hamouri dans les prisons israéliennes. Il y a des milliers des prisonniers aujourd'hui, que moi je suis là pour parler d'eux, parce que moi j'ai la chance d'être là, oui, tout à fait. d'être français et palestinien, parce que quand je suis en prison, quand c'était la dernière fois et cette fois-ci, je vois que quand je suis avec eux, on parle plus. D'ailleurs, ils te l'ont fait remarquer quand t'es revenu.
les prisonniers, pour ils me disent, ça là, quand tu viens en prison, ils parlent de nous. Alors à chaque fois, je leur dis, on continue de parler de la cause des prisonniers partout où on soit. Alors, est-ce qu'il y a d'autres nationalités, double nationalité, parce qu'il y a des Américains, Palestiniens ou Allemands, et comment se comporte leur pays par rapport à la France? C'est vrai que dans l'ancien emprisonnement, j'avais 2-3 autour de moi qui avaient la nationalité américaine, mais l'État américain allié à Israël ne fait rien non plus. C'était l'inverse, quoi. D'accord. Et il y a aussi maintenant un franco-belge, un palestinien belge, qui est en prison là depuis 3 mois. Il est un Palestinien né au Liban. Libanais, oui. Et il a eu sa nationalité en Belgique. Là, il est depuis 3 mois. Il y a une campagne qui commence, il s'appelle Mustafa, il y a une campagne qui commence pour lui en Belgique. Il y a aussi les Syriens du Golan occupés. Il y a quelques-uns, mais les restes des prisonniers, les Libanais et les restes des Arabes, ils étaient libérés en cadre de l'échange de 2006 entre le Hezbollah et Israël. Je suppose que vous allez en Belgique pour participer à la campagne de ce Belge palestinien qui est aujourd'hui en prison. Je suis invité en Belgique à une émission, bien sûr, pour parler de tous les prisonniers politiques, parce que je sais aussi, pour moi et pour le reste des prisonniers, il y avait du travail qui était fait en Belgique. Alors je veux passer en Belgique 2 jours pour, bien sûr, remercier les gens et de parler de... Alors quand vous êtes en prison, est-ce que vous avez des informations comme quoi il y a des actions, des mouvements pour vous soutenir? Comment êtes-vous informé de ce qui se passe à l'extérieur? Alors moi j'avais la chance de pouvoir, parce que comme je suis de Jérusalem, j'ai la carte de résidence de Jérusalem, j'avais la chance de pouvoir visiter mon père, ma mère tous les mois, mon frère, ma sœur, bien sûr. C'est eux qui viennent vous visiter. C'est eux qui venaient me visiter pour me dire ce qui s'est passé, ils me portaient les informations pour dire ce qui se passe, parce qu'eux aussi ils ont travaillé là-dessus, si on peut dire. Et moi je transférais l'information aux autres. Bien sûr, le consul aussi me rend des visites chaque mois. Et ils m'en parlaient pas direct, mais je savais que il y avait du travail qui est en train de se faire en France. Et on retourne sur la question de Christophe par rapport à, parce que j'ai pas entendu encore. Par rapport à l'article que c'était publié dans le journal de l'Humanité. Oui, alors, l'article publié, et juste avant que tu nous parles d'article, on va préciser que par exemple pour communiquer avec Elsa, c'était par courrier et des lettres qui n'arrivaient jamais presque. Cette fois-ci, il y avait une décision très claire qu'ils essayent de nous... Tous les prisonniers en fait. Il y a un essai d'un isolement collectif des prisonniers. Et surtout pour viser le moral et Quelle est l'entente d'ailleurs entre vous, entre prisonniers? Alors je réponds à la première réponse. Christophe, oubliez pas que c'est un avocat et qu'il a un conducteur comme un journaliste, faut pas qu'il oublie le point. Alors par rapport à la première question, par rapport à l'article, moi je savais que c'était important que notre voix elle arrive en France. Malgré, je savais que les conséquences. Et je savais qu'il y avait une importance de parler, de faire cette interview. On a trouvé les moyens, on va pas les dire. Oui, normal de le faire, de le faire, de pouvoir le sortir. Et du coup, 2 semaines après. Un des chefs des renseignements, il est venu dans la prison et il a dit que voilà, il y a un article qui circule en France. Bien sûr, je imagine, moi j'ai pas l'info exacte, mais j'imagine que c'est l'ambassade de l'occupation israélienne. Ne vous inquiétez pas, c'est soit l'ambassade, soit des milliers d'autres qui ont récupéré l'article, ils étaient envoyés chez l'occupation israélienne dans les territoires, et c'est comme ça qu'ils sont venus. Au début, ils ont voulu me mettre ce qu'on dit là-bas, une punition d'isolement de 10-15 jours. Pour un article sorti. Pour un article sorti.
Parce que pour eux, c'est interdit que de nous, communiquer à l'extérieur. qu'on participe à la vie politique à l'extérieur, interdiction de communication avec l'extérieur. Et après, quand il y avait un refus, que les prisonniers ont refus que je sors dans l'isolement, quelques jours après, ils m'ont transféré dans une autre prison. C'était le 31 décembre. Ouais. C'était pour Le fêter cadeau la de bonne fin d'année, année. ça. Alors j'ai fêté la bonne année dans un centre, dans une prison de transfert, ce qu'on appelle la prison, parce que si tu n'es pas transféré le même jour, ça prend 2-3 jours, des fois. Alors la nuit de Nouvel An, c'était une nuit un peu difficile, au froid, dans une prison qui s'appelle la Ramleh, dans le centre, c'est un centre de transfert. Alors il y a pas, les fenêtres, ils étaient pas fermées, il faisait froid, il pleuvait, je me souvenais bien. Après, j'ai été transféré dans une prison dans le nord, dans une prison que j'ai connue avant aussi. C'est une prison assez difficile. Les circonstances c'est pas les mêmes. Ils sont plus durs. Les circonstances de vie quotidienne et l'enfermement dans cette prison, ils sont plus durs. C'est plutôt une punition, quoi. Une punition pour l'article. On vous sent très pudique et c'est compréhensible. Qu'est-ce que vous entendez par des conditions plus difficiles? Moi, ce que j'aimerais vraiment savoir en tant que Française, c'est comment se comportent les gardiens israéliens. Alors c'est ça. Il faut dire que aujourd'hui, les prisons israéliennes, c'est pas les prisons classiques que nous on voit les gardiens. Et les gardiens ils nous traitent mal. Là, il y a un développement de système d'incarcération assez développé techniquement, que c'est difficile de définir c'est quoi la torture. Ouais. Ça, c'est un système qui, pour les droits de l'homme, il y a tout ce qu'il faut, mais il y a une torture invisible. Il y a une torture invisible. Et ça, c'est qui est important à savoir. Il n'y a pas la torture classique où tu vois un gardien qui rentre et qui tape. D'accord. Ça, c'est les tortures classiques. Bon, il l'utilise de temps en temps collectivement pour quand il y a un truc urgent. Mais la torture psychologique, où par exemple, tu sais bien qu'il y a l'installation des caméras partout. D'accord. Tu es surveillé. Surveillance, en fait. Surveillance. Dans certaines prisons, on a découvert des micros dans les cellules. À tort, c'est très au niveau psychologique. T'imagines que toi, comme prisonnier politique, tu dois te contrôler 24 heures sur 24 heures, contrôler tes paroles, te contrôler pour pas dire qui ne couvrent pas des trucs sur toi. Ouais. L'isolement culturel, si tu veux, l'interdiction des livres, l'interdiction de continuer les études, certains journaux, les chaînes, par exemple, ils donnent 5-6 chaînes, mais 5-6 chaînes sont chaînes d'information, sont des chaînes qui parlent de l'histoire, de la politique. Alors ça se voit qu'ils essayent de te mettre le cerveau dans certains domaines. Donc c'est des chaînes israéliennes pro-sionistes. Même il y a des chaînes arabes, mais c'est des chaînes qui choisissent. Il y a des chaînes qui choisissent. Oui, donc c'est vraiment une torture psychologique, quoi. Alors c'est une torture psychologique. Est-ce que la lumière est éteinte la nuit pendant des heures, ou est-ce qu'ils laissent aussi? Non, la lumière aujourd'hui, grâce à la lutte des prisonniers, c'est nous qui contrôlons. D'accord. Mais par exemple, toi, tu dois être compté 4 fois par jour. Ça veut dire, tu es réveillé à 6h30 du mat, t'es compté pour ce qu'appelle le compte. Là, alors le compte, les 8 ou les 10 prisonniers doivent se mettre debout pour vérifier qu'il n'y a aucun, ce qu'ils disent, mort. Après, à midi, la même chose. À 4h l'après-midi, la même chose. À 8h le soir, la même chose. Le soir, à partir de 8h jusqu'à le réveil du soleil le lendemain, t'as un gardien qui fait le tour avec la torche. Avec la torche pour vérifier. Alors, tu sais bien que t'es bien contrôlé, sous surveillance. Et en fait, c'est une torture psychologique. Oui. Et même pour les visites, mes parents, mes parents, cette fois-ci, et celle d'avant, ma mère, mon père, t'as pas le contact physique. Il y a toujours la vitre avec un téléphone. Et même pour les enfants, alors, l'expérience spéciale que j'ai eue, que moi, dans la prison où j'étais transféré, il y avait les deux sections des enfants juste à côté de nous. On n'avait pas le contact avec eux, mais on avait le moyen d'avoir les informations de ces enfants. Il y avait 120 enfants dans les deux sections. Garçons et filles, ou surtout des garçons? Garçons.
Donc à partir de quel âge? 10-12 ans? Alors tu peux trouver... Alors une fois, pour 2 nuits, ils ont amené un enfant de 9 ans. Il est resté 2 nuits en prison et il faisait quoi? Un gosse d'avant, oui. Et les menottes, ça tenait pas dans ses mains. Et les gosses, tu peux trouver de 12, 13, 14 ans jusqu'à l'âge de 18 ans. Alors aussi, eux, c'est une autre histoire parce que il y a un système pour vraiment détruire leur enfance. Oui. Les enfants sont traités ils sont mis déjà dans les mêmes circonstances que les prisonniers adultes. Aucune différence pour les visites. D'accord. Aucune ils voient pas leurs parents, pareil. À travers une vitre. Les premières 3 mois, bien sûr, il faut savoir que pour n'importe quelle personne de la Cisjordanie, pour les prisonniers, bien sûr aussi pour Gaza, les premières 3 mois, toi, tu peux pas visiter ta famille. Ça, c'est pour tous les prisonniers parce que pour les premières 3 mois, il faut faire une démarche vers la Croix Rouge pour demander l'autorisation de visiter. Alors, les premières 3 mois, c'est sûr que tu peux pas visiter. Il faut rappeler que toutes les prisons sont sur le territoire israélien. Donc tous les Palestiniens qui n'ont pas habituellement le droit de rentrer sur le territoire israélien ils doivent avoir des autorisations. Doivent avoir un permis. Donc il y a aussi des pressions qui sont mises sur eux pour tu veux aller visiter ton fils, ton mari, voilà, des fois il y a des vraies pressions qui sont faites sur les familles parce que du coup ils sont obligés d'avoir ce permis pour rentrer alors que normalement les prisons devraient être sur le territoire en Cisjordanie, quoi. Mais là, elles sont sur le territoire israélien. Ouais, histoire de bien contrôler tout, quoi. Alors, ouais. Il faut faire passer tout le monde par les checkpoints, c'est-à-dire mettre les personnes sous le contrôle de l'armée israélienne. C'est l'armée qui tient les checkpoints, c'est pas la police. Oui, ça là. Ouais. Tu voulais finir, vas-y, je t'en prie. Non, vas-y, on peut... Alors, mais ça, l'article, on en a parlé, c'est bon. Tout à l'heure, je te posais la question, quelle est l'entente entre prisonniers politiques, parce que bon, toi, tu as eu affaire avec eux. Comment s'entendre, la solidarité. Et est-ce que vous avez rencontré dans votre vie Balrouti en prison? Non, alors, la vie des prisonniers politiques, c'est un continu d'une vie qui dure depuis 48 et 67, parce que les prisons israéliennes, ils étaient jamais vides. Alors c'est une expérience qui passe d'une génération à une autre, d'une génération à une autre, d'une génération à une autre. Alors comme il y avait toujours des prisonniers politiques dans les prisons, avec l'expérience et tout ce qu'on obtient comme droit grâce à nos grèves de la faim que les prisonniers déclenchent de temps en temps. Alors c'est la continue de cette expérience. Alors avec cette longue vie malheureusement dans les prisons israéliennes, les prisonniers ils ont obtenu plusieurs droits. Il y a eu plusieurs grèves de la faim qui font. Il faut dire que jusqu'à aujourd'hui il y a 215 je pense prisonniers politiques palestiniens morts. Dans les prisons israéliennes. Il y en a qui sont tués simplement, il y en a qui sont morts à cause de la grève de la faim, il y en a qui sont morts à cause de la torture de différentes façons. Mais il y avait cette lutte dans les prisons, il y avait cette lutte que les prisonniers menaient pour obtenir des droits. Parce qu'au début de l'occupation, les circonstances étaient très humiliantes, difficiles. Ils étaient mélangés avec les prisonniers de droit commun. C'était vraiment une vie très difficile. Alors grâce à la grève de la faim et les martyrs et cette solidarité à l'extérieur, les prisonniers, dans l'histoire des prisons, ils ont pu obtenir des droits. Alors, par exemple, de séparer les droits communs, les prisonniers de droit commun des prisonniers politiques, ça, c'était une de nos demandes. Parce que nous, jusqu'à aujourd'hui, les Israéliens, ils essayent, par exemple, et en 2011, ils ont essayé de nous imposer, 2010 pardon, ils ont essayé de nous imposer par exemple la même tenue que les prisonniers de Guantanamo et nous on a refusé. Pour dire qu'on est des terroristes. Alors on a refusé de mettre la même tenue que les prisonniers de Guantanamo. Alors la vie en prison, comme je dis toujours, les prisonniers politiques, c'est la tranche politique et sociale dans la plus avancée dans la société palestinienne, parce que c'est eux qui payent le prix très cher de la liberté. Et ils ont cette connaissance politique
un peu plus profonde que le reste de la société. Alors ils savent bien les enjeux. C'est la conscience politique qui est beaucoup plus développée, parce que c'est eux qui sont. Alors la vie en prison, elle est assez collective, si je veux dire. On vit une vie collective, organisée entre nous comme prisonniers politiques. Moi, je peux dire toute ma connaissance politique, idéologique, qui me fait parler aujourd'hui dans ce terme politique, je l'ai appris en prison, parce parce que la vie, c'est pas, et nous on essaye de rendre utile tous les moments qu'on vit dans les prisons. On est organisé, il y a les prisonniers qui font leurs congrès, t'as des congrès systématiques tous les 6 mois, tous les 1 an, tous les 2 ans. Donc la différence politique qu'on voit à l'extérieur diminue, s'estompe. Il n'y a plus les gens de Hamas, les gens qui... Si, ça existe, les partis politiques, ils existent. Mais ils sont solidaires les uns les autres. Ils sont solidaires, ça existe, les partis existent encore, mais solidaires. Alors, Et vous avez rencontré donc Barouti Ifou? Je l'ai rencontré en 2007. Et comment ça s'est passé? C'est très bien. Là, ça fait plus que 10 ça fait 11 ans. 11 ans que je l'ai vu la dernière fois. C'est bien passé. Et cette fois-ci, non, vous l'avez pas vu? Non, cette fois-ci parce que, en fait, l'ordre militaire qui était signé par, entre guillemets, le ministre de la Défense israélienne, il donnait l'administration de prison de me mettre que dans 2 prisons. Le Negev au Magido, là où j'étais transféré, ça veut dire que j'ai le droit de vivre que dans ces 2 prisons-là, pas le reste. D'accord. Dans un instant, on va justement revenir sur ce fameux 30 septembre, c'est le jour de ta libération. Comment ça s'est passé? Comment tu l'as appris? Comment tu l'as compris peut-être aussi. Et puis vous, amis auditrices, auditeurs, ça y est, vous allez pouvoir donc nous appeler maintenant au 01 40 33 9000. Salah Amouri qui, vous l'avez compris, je salue vraiment, t'es extrêmement pudique, tu nous racontes avec tes mots et on sent évidemment toute la difficulté de ce que tu as pu vivre. Mais on sent surtout aujourd'hui tous ces prisonniers qui sont encore de l'autre côté, j'ai envie de dire. Et je pense qu'il y a encore la lutte, bien sûr, en ce qui te concerne, d'essayer, j'allais dire, d'obtenir la libération d'un maximum, et pourquoi pas la totalité, mais ça va être compliqué et difficile. Mais voilà, il y a tous ces prisonniers politiques qui sont encore et qui dorment dans les prisons israéliennes. Et cette liberté qui est la tienne est un peu incomplète. On y revient dans un instant. À tout de suite avec Elsa Lefort, Salah Amouri, Tarek Mami, Alan Zawani. Le Grand Forum sur France Maghreb 2 en ce vendredi, c'est la spéciale du Grand Forum aujourd'hui. Et quelle spéciale avec Salah Amouri qui est avec nous, ce franco-palestinien. 33 ans, hein, Salah, c'est ça? Ouais. 33 ans. Combien d'années de prison? C'est ce que j'ai posé comme question. En total, 9, ça va faire. 9 ans sur de prison sur 33. Bon, non, mais c'est des chiffres qu'on retient symboliquement pour savoir qu'un Palestinien passe par là. Et moi, quand j'étais en Palestine, les familles me disaient, en clair, je suis tombé sur une dame formidable qui m'avait dit, qui était très jeune, qui m'avait dit qu'elle avait fait 5 enfants, en pensant que 2 allaient mourir, tués, 1 risque d'être blessé définitivement, et peut-être qu'il y en a un, ou comme elle dit, ou 1 et demi, qui aurait une vie normale. Et donc, les femmes palestiniennes de ce côté-là, elles programment presque, non pas cette résistance, mais cette envie de survivre, et ça, c'est très important. Donc, elles sont courageuses, ces femmes palestiniennes. Et pour dire 33 ans dans une dizaine en prison, un tiers. Alors après avoir détaillé ça là, et on te remercie parce que ça doit pas être évidemment facile de pouvoir décrire ce que tu as vécu. Ça a duré 13 mois pour cette nouvelle incarcération. Nous avoir un peu expliqué avec tes mots donc ce quotidien dans ces prisons. Ce fameux jour de la libération, comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux nous le raconter? Ou est-ce qu'on vient un matin, on dit c'est aujourd'hui, vous sortez? Alors par exemple, la spécialité, si on va dire, de la détention administrative, que toi, tu sais pas le jour de ta libération. Ouais. Il y a un jour où, quand il te prolonge, il te dit, 6 mois par exemple, sur 4 mois, ils finissent telle date. Mais toi, tu sais pas si vraiment il y aura tu vas être prolongé encore une fois ou pas. Oui. Parce que quand j'ai reçu les dernières 3 mois, ils me l'ont donné, je me souviens, je devais être libre un jeudi, et ils me l'ont donné le mercredi après-midi. C'est ça.
Ils me l'ont annoncé qu'il y a un nouveau 3 mois. Alors, du coup, psychologiquement, c'est dur pour toi, pour la famille, pour tout le monde. Cette fois-ci, là, le 30 septembre, ils me l'ont dit le 29 à 8h le soir. C'est ça. La veille. Que j'allais être libéré. Mais ils avaient des fêtes ou quelque chose. Alors normalement on devait sortir tôt le matin des sections. Et c'est vrai ce qui s'est passé. 6h30 du matin, on est sorti de la section. On était 5 à être libérés. Parmi nous il y avait un prisonnier qui avait passé 17 ans. Le même jour, mais il est de Cisjordanie. Alors vous vous rappelez de son nom? Je me souviens plus de son nom. Non, mais si vous vous rappelez, c'est pas grave, sinon, c'était juste pour le saluer, quoi. Parce que la libération des gens de Jérusalem, elle n'est pas la même que celle de la Cisjordanie. Normalement, les gens de Jérusalem, ils sont libérés devant la porte de prison. Les gens de la Cisjordanie, ils sont transférés jusqu'à une checkpoint à Hébron par l'armée, et là-bas, ils les livrent. Alors moi, je me suis séparé des restes au moment que eux ils les ont pris. Moi ils te fouillent et ils te posent quelques questions, et après normalement je devais être posé devant la porte de la prison. En sortant, ce qu'on appelle l'administration des prisons, le directeur, il a signé ma libération juste devant la porte où mon frère et d'autres amis ils m'attendaient, et juste devant la porte il y avait en fait les renseignements qui m'attendaient. Et le jour là, ils m'ont pris et ils m'ont dit tu vas pas être libéré maintenant parce qu'il y a quelque chose à régler avant ta libération. Et du coup, ils ont dit à mon frère, tu restes pas là, ni toi ni les amis qui sont avec toi, vous partez, c'est nous qui prennent ça là. Ils m'ont pris, ils m'ont ramené dans le même centre d'interrogatoire où j'étais à Jérusalem au début. Je suis resté là-bas de 10h jusqu'à 1h de l'après-midi, parce que ils m'ont dit que nous on va te libérer sous condition qu'il n'y aura pas de fête pour ta libération, pour la libération pendant 30 jours. Et t'as pas le droit de participer à des rassemblements ou à des manifestations ou à n'importe quel truc pendant 30 jours. Alors si c'était on a payé, tu payes la caution 3000 shekels, on a aussi signé sur 20 000. Et du coup, c'était une sortie aussi spéciale parce que de les voir à 8h du matin devant la porte de la prison, à la place de voir ta famille, ça c'est pas aussi psychologiquement encore une épreuve. En fait, tout ça est fait pour détruire la volonté de résister et en tout cas pour se soumettre sans plus poser aucune question. C'est pour détruire psychologiquement les citoyens palestiniens. Ouais, c'est la pression jusqu'à la dernière minute, quoi. C'est la pression sur toi. En clair, pour résumer pour les auditeurs, vous n'êtes pas un homme libre, vous n'êtes pas une femme libre, vous êtes à la disposition de la colonisation. Ah ouais, non, mais tu vis en Palestine, tu vis pas libre. Ça, c'est... Alors, ça là, aujourd'hui, est-ce que tu as une petite idée de ce pourquoi tu as été en prison pendant 13 mois ou pas? Jusqu'alors, ça reste pour l'instant un flou total. Tu ne sais pas pourquoi. Jusqu'à maintenant, on ne sait pas il y a quoi dans le dossier. Alors, je rappelle, Christophe, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, le fondement juridique de cette détention administrative, c'est que l'État israélien considère que la personne constitue un danger pour l'État israélien et a le droit, cher Christophe, de ne pas donner les motifs, même pas au juge militaire qui juge. Donc on lui dit, pour nous c'est un danger, donc faites-nous confiance. Pour juger, quoi. Ouais. Non, mais faites-nous confiance. Pour nous, il est dangereux. Et donc le juge suit la loi, entre guillemets, le mot loi, et donc les gens rentrent et sortent sans savoir. En fait, c'est un moyen de pression politique et juridique pour dire aux Palestiniens, de toute façon, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous n'êtes pas libre, on peut vous arrêter à n'importe quel moment pour la durée que nous souhaitons. Aujourd'hui, la question qu'on se pose, nous, militants pro-palestiniens ou soutiens, en fait, même si on n'est pas hyper actifs sur le terrain, et certainement les auditeurs, c'est qu'effectivement, vous nous racontez votre incarcération, qu'en réalité, on ne sait pas aujourd'hui pourquoi vous avez été incarcéré. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, notamment ici en France, c'est qu'on manque un petit peu d'espoir quand vous nous dites ça. Vous êtes en train de nous dire, et Monsieur Mami le confirme, qu'il n'y a pas de droit en réalité pour les Palestiniens ni pour les
ni pour les prisonniers. Ici, on essaye de manifester, on fait des émissions, on signe des pétitions. Vous faites la grève de la faim. Mais en réalité, contre ce droit qui est pas appliqué, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, nous, citoyens du monde? Alors moi je pense que ma présence aujourd'hui ici et la petite tournée qu'on organise en France, c'est surtout bien sûr pour remercier les gens pour tout le travail qui a été fait, mais pour leur dire aussi à quelle importance que leur combat qu'ils mènent ici en France et ailleurs dans le monde, il est important pour notre cause. Mais ça là, le combat qu'on mène aujourd'hui, en toute sincérité, on l'a entendu encore, je crois qu'on a eu une auditrice hier au téléphone, je me souviens pas, c'est qu'on est vraiment désespérés. Alors on va faire des statuts, on va faire des manifestations, on va signer des pétitions, on va essayer de chercher l'information, de la transmettre, mais aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait pour garder espoir? Pour garder espoir, pour se dire que ça avance. Ça avance. Alors, il faut savoir les conséquences. De votre travail sur l'état de l'occupation. Aujourd'hui, par exemple, l'occupation israélienne, ils ont un ministre, par exemple, ils ont un ministère spécial pour gérer et pour voir comment ils vont confronter ce qu'on appelle le BDS entre Israël. Il y a un ministère spécial. Il y a un ministère très stratégique spécial pour ça. Pas que pour le DS, mais pour tous les mouvements de solidarité. Ils fichent les gens, par exemple, on voit des dizaines qui sont arrêtés à l'aéroport de Paris et de l'étranger en général. Ils sont arrêtés à Tel Aviv. Ou qui ne sont pas embarqués, qui sont empêchés de voyager. On voit comment les Israéliens essuient ça. Il y avait l'été dernier, août, il y avait un grand festival qui devait être à Tel Aviv, organisé avec beaucoup d'artistes. Oui. Et grâce à la pression internationale, le 2/3 des artistes se sont retirés de cette. Alors il y a cette importance de ce travail qui est fait. Parce que tu sais pourquoi c'est important? Parce que les Palestiniens, dans les territoires occupés, ils n'ont pas la possibilité de faire ce genre de travail. Alors, si tu veux dire les alliés du peuple palestinien, c'est à eux de faire ces combats, parce que pour nous, ça porte le même niveau que le combat que mène le peuple palestinien. C'est à ce niveau-là de faire l'opinion publique, de créer une opinion publique autour du monde qui parle de la cause palestinienne. Ça c'est un but qui est très important, et on voit de l'autre côté les Israéliens comment eux ils essayent aussi de regrouper autour d'eux le plus possible. Alors ça c'est une vraie bataille pour les gens qui sont dans la solidarité avec le peuple palestinien. Il ne faut pas être désespéré. Pourquoi il ne faut pas être désespéré? Parce que c'est ça l'occupation. Il faut dire qu'il y a des moments d'avance et il y a des moments de recul dans la lutte. La lutte, elle va pas toujours avancer tout droit. Il y a des moments de recul et le moment qui avance. Mais si on voit l'ensemble de l'histoire, on voit comment on est tous en train d'avancer vers. Et c'est nous qui sommes en train de gagner. Et la preuve, on voit il y a 2 jours, le ministre Lieberman, il a démissionné parce qu'il a pas pu faire une guerre à Gaza. Mais il faut le dire que c'est la résistance de Gaza qui a obligé les Israéliens à arrêter la guerre. C'est pas. Mais la résistance de Gaza, nous ce qu'on dit, on a eu apparemment, en tout cas Monsieur Mamie, Christophe, dans les conversations qu'on a en groupe, qu'apparemment il y a eu plusieurs soldats israéliens, et sur France 24 et d'autres chaînes d'infos, on dit qu'il y a eu qu'un seul soldat de mort. Est-ce qu'on a les bonnes infos? Le plus important dans ça, c'est le but, l'objectif, qui est l'indépendance de la Palestine, la récupération de la dignité des Palestiniens. Le reste, Israël... Mais les médias nous donnent une information biaisée. On y vient. Israël veut envoyer l'image de la seule démocratie du Moyen-Orient, et elle tient à ce précepte. Or, ce précepte, avec la résistance de Salah à Mori, des résistants palestiniens sous toute forme de résistance, aujourd'hui écorche cette image de démocratie. Et je vous donne juste un sondage qui est très connu. En France, à la guerre de 67, 70% de la population française était plutôt pro-israélienne. Après la troisième guerre, donc la dernière de 2014 à Gaza, soit presque 70% des Français sont devenus contre l'image d'Israël. Et tout ça, c'est sans ces luttes
et ce soutien des Palestiniens et des amis des Palestiniens, parce qu'il n'y a pas d'alliés avec les Palestiniens. Les gens qui soutiennent le plus les Palestiniens, par exemple, vous avez dans les pays du Nord, Oui. en Irlande, en Écosse, Oui. ils n'ont aucun lien historique, ni avec le peuple juif, ni avec le peuple palestinien. Mais ils ont estimé, notamment les Irlandais, qui ont subi beaucoup dans leur histoire avec les Anglais, qu'un peuple est occupé et résiste, et à ce titre, il faut se tenir. Donc c'est pour ça que ce genre de démission, et ce genre, j'allais dire, de résistance de ça, est très importante pour eux d'abord. Prenez l'exemple de Mandela, et pour nous. Parce que si nous, êtres humains, on regarde ces drames et qu'on fait comme si rien ne se passait, beaucoup d'entre nous qui ont une conscience ne peuvent pas dormir, ne peuvent pas supporter. Et non pas, encore une fois, parce qu'ils sont musulmans ou ils sont arabes, mais parce qu'on n'aime pas l'oppression, sauf si on y gagne quelque chose. Donc c'est peut-être ça qui est important, et c'est peut-être à cause de ça qu'il faut continuer à ce qu'on appellerait aujourd'hui les contre-lobbies puissent tenir, et que les médias disent ce qu'elles ont à dire, mais heureusement qu'aujourd'hui les médias sont battus en brèche par une partie des réseaux sociaux et par des radios. Et d'ailleurs, je vais saluer, je fais de la provocation, je vais saluer tous ceux qui, de toute leur vie, n'ont jamais écouté France Maghreb 2, et qui aujourd'hui, pour des raisons y compris sécuritaires, se sont branchés pour dire qu'est-ce que Salah va dire sur cette radio, Oui. qu'est-ce que les animateurs vont dire, est-ce que c'est de l'antisémitisme, est-ce que c'est de l'information, parce qu'on connaît tout ça. Donc, quand on fait les choses, Hanan, on le fait en conscience, en sachant tous, les uns et les autres, chacun à son poste, et chacun dans sa fonction, on sait pourquoi on le fait. Alors, Elsa voulait dire quelque chose. Elsa, Ouais. Elsa Lefort. Tu disais que c'est vrai qu'on a l'impression que ce que disent les médias, c'est biaisé. Et ben, comme vous dites, en 2018, à l'heure des réseaux sociaux, on peut maintenant tous s'informer à la source. Et en l'occurrence, par exemple, en suivant Ziad Medouk qui habite à Gaza Qui et était avec nous tout à qui est l'heure. parfaitement francophone, parce qu'il y a peut-être des gens qui ont des problèmes à suivre des gens qui seraient pas francophones. Voilà. Et en fait, du coup, en prenant l'information de là où les gens la vivent, et pas des médias français qui forcément font le tri, forcément. Salah dans les médias français, il a fait, c'est un citoyen français, et combien de médias ont parlé de lui pendant sa détention. Alors à sa libération, plusieurs grands médias français étaient présents et l'ont interrogé. Il a fallu qu'il soit libéré pour qu'enfin les grands médias envoient des journalistes là-bas. Et pendant 13 mois, heureusement qu'il y a des médias comme le vôtre ou l'Humanité, mais de rares médias. Et on va dire que c'est des médias qui sont vus comme des médias, j'imagine, engagés ou et du coup Ou tout simplement qu'ils font leur boulot. Oui, pour moi c'est qu'ils font leur boulot, mais après des gens vont dire que si vous parlez de Salah Hamouri, c'est que vous êtes pro-palestinien. Non, vous voulez juste parler de ce qui se passe dans la vraie vie d'un citoyen français, c'est d'être incarcéré arbitrairement pendant 13 mois. Donc je pense que c'est vrai que dans les médias on trouvera pas les médias français ne parlent de ce qui se passe en Palestine que quand un Israélien est tué. Ouais. Au quotidien, les Palestiniens meurent, et ça fait tout juste un petit bandeau sur vos chaînes d'infos télé, et encore. Et c'est devenu par exemple aujourd'hui la marche du retour fréquent qu'on en parle n'est plus couverte. La marche du retour où Ziad nous confirmait tout à l'heure qu'il y a eu 17 blessés aujourd'hui, il y aura aucune information ce soir. Alors il y a 275 morts depuis le début de la marche du retour. Voilà. 275. Je rappelle juste, Hanan, autre chose, c'est que on a eu ce grand débat, y compris dans une petite partie de la presse française, quand il y avait en même temps Salah Hamouri en prison et Monsieur Chalit en prison. Et on a vu le déséquilibre qu'il y avait dans les médias, et quelques journalistes me disaient, moi en off, qu'il était un peu gêné de parler autant de l'un et pas de l'autre, alors que tout le monde pensait qu'un citoyen français incarcéré à l'international, quel que soit ce qu'il ait fait, on a vu ce que l'État français a fait pour faire sortir de prison indonésienne un citoyen français condamné à vie, et il a effectué 20 ans pour trafic de drogue. C'est-à-dire que les Français n'ont pas tous le même poids auprès du gouvernement français. On l'a vu pendant l'incarcération de Salah Hamouri, il y avait cette histoire de ce journaliste, c'est un journaliste en Turquie, qui a été libéré sur le champ avec le Drian qui s'est déplacé. Voilà.
Voilà. Le Drian est allé le chercher en Turquie. Le président Macron avait appelé plusieurs fois le président Erdogan et il avait surtout médiatisé parce que là, ce que nous disent l'Élysée, c'est qu'il y a des choses qui ont été faites. Moi, si vous me posez la question de quelles choses ont été faites, je suis incapable de vous le dire et ça n'a pas du tout été médiatisé. Donc et la médiatisation participe aussi à la pression. S'ils avaient médiatisé tous les efforts qui avaient été faits, je doute pas que des efforts ont été faits. Mais le fait de faire ça en catimini, comme si c'était un peu honteux de parler de ça là, comme si quand Netanyahou vient, d'accord, on m'a dit, on m'a garanti que le président Macron là, en avait parlé avec Netanyahou, mais quand vous regardez le point presse qu'ils font après, ils en parlent pas. Donc, est-ce que c'est d'une sorte d'humiliation, ça aussi quelque part fait? Déjà Salah Hamouri de l'autre côté, et ici de ce côté français aussi qui continue de l'humilier en occultant finalement le sort qui lui est réservé. Moi, je trouve que c'est une humiliation qui est faite à Salah, mais aussi un message dangereux qui est renvoyé à tous les Français qui sont d'origine arabo-musulmane. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous vous appelez loup, l'État français, et avec son président en tête, fait tout pour vous libérer. Et fait des grandes déclarations, envoie un ministre vous chercher, et quand vous appelez Salah, vous pouvez croupir en prison sans charge, parce que encore une fois, je veux pas revenir sur le cas Loup Bureau, mais lui, il y avait des charges. Après, que ce soit avéré ou non, ça, j'en sais rien, ça ne m'appartient pas. Mais en l'occurrence, quand vous comparez les deux cas, il y a une injustice qui est d'autant plus flagrante quand c'est un citoyen qui est incarcéré sans charge, et quand on ne sait pas quand est-ce qu'il va sortir, et quand ses droits les plus principaux sont bafoués, c'est-à-dire par exemple de voir sa femme et son enfant, il en était privé pendant 13 mois. Ça, c'est des droits humains qui doivent être garantis à tous les prisonniers partout dans toutes les prisons du monde. Donc je trouve que c'est un message dangereux, le fait que Salah a été abandonné par les autorités françaises pendant 13 mois. Ton ressenti là-dessus, Salah, justement par rapport à ce manque d'intérêt, le mot est faible. Moi, les autorités françaises. L'histoire avec les autorités françaises, il n'est pas nouveau. C'est une longue histoire aujourd'hui qui date depuis plusieurs années. Moi, je pense que ça sera moi ou ça sera un autre Français. Si t'es en prison en Israël, c'est pas tes droits français ou c'est pas la nationalité française qui va te protéger. Je pense que tant que la France et les autres pays traitent Israël comme un pays au-dessus du loi internationale, elle va continuer de faire ce qu'elle veut avec Salah le français ou avec quelqu'un d'autre qui a d'autres nationalités. Alors si la France elle avait tapé sur la table fort en disant, parce que c'est sûr que les Français ils ont des dossiers, c'est sûr qu'ils ont des dossiers que nous on connaît pas, les citoyens sous la table qui peuvent les utiliser pour faire bouger les dossiers de Salah ou faire bouger d'autres dossiers, mais c'est clair que ils n'avaient pas le pouvoir, ils avaient peur, je veux pas dire peur, mais ils n'avaient pas le pouvoir politique pour dire ils n'ont pas la volonté. On peut mélanger à la fois la volonté et la possibilité. Il y a les deux. Il y a le pouvoir effectivement qu'ils n'ont pas, et le manque de volonté, de courage. Ils n'ont pas la volonté, le courage pour dire à Israël on a un citoyen français, sans charge, vous devez le libérer. Ça me rappelle de la même chose quand je suis passé quand j'étais 7 ans en prison, c'était la même chose quoi. Mais là le sujet, ça se voyait que les autorités ils ont voulu faire quelque chose, mais discret, on dirait qu'ils ont honte de le faire, ou ils veulent faire sans que les médias y sachent. On veut le faire, mais sans que les Israéliens ils soient énervés, quoi. Ce qui m'étonne dans cette libération, c'est qu'effectivement, vous avez eu des contacts, Elsa, avec les officiels. On vous a promis il y a quelques mois d'essayer de faire bouger les choses. Mais en réalité, à sa libération, vous êtes en train de nous dire que vous avez absolument plus aucun contact avec des officiels, que ce soit le Quai d'Orsay, le ministre de l'Intérieur, peu importe, je sais pas qui s'occupe de ça. Comment ça se fait qu'aujourd'hui on reçoit pas Salah Hamouri à l'Elysée? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un officiel qui le reçoit? Bonne question. Et pourquoi est-ce que vous y allez pas en fait? Vu que vous connaissez l'histoire de la Palestine, vous êtes français, vous avez été incarcéré, vous nous racontez les conditions. Pourquoi vous n'allez pas les voir?
Parce qu'on n'est pas invité pour déjà. Ouais. Déjà, Non, mais c'est simple, j'imagine bien. Non, mais la J'imagine question bien est que c'est pourquoi ils vous ont c'est la pas invité? réponse, Oui, c'est plutôt alors, ça dans ce sens-là. Je pense. Alors, s'ils n'ont pas voulu que le cas il soit médiatisé quand je suis en prison, je pense pas qu'ils veulent il soit médiatisé après ma libération. Si je rebondis sur la question de Hanan pour faire de la provocation citoyenne, si demain vous décidez d'écrire au président de la République, c'est ça. qui oblige de répondre et de toutes les façons au moins de transmettre à ses secrétaires pour lui dire: Monsieur le Président, je suis en France, je souhaite vous rencontrer, je suis Salah Hamouri, vous connaissez ma biographie, sinon je vous l'envoie. Et l'État français fait obligation de réponse. Allez, on le fait, chiche, Salah. Il envoie le courrier. Il est obligé au moins de dire: je demande au ministère des Affaires étrangères d'étudier, je sais pas quoi. D'être reçu, quoi, pour expliquer son cas. Oui, Elsa, oui. Enfin, moi, j'avais écrit au président, j'ai eu des réponses et moi, je demandais à être reçu par le président pour que ça envoie un message déjà à Salah, comme quoi il est considéré comme un citoyen français et qu'on entend son épouse, parce que toutes les familles de Français détenus à l'étranger sont reçues par les présidents. Et enfin, que ça renvoie un message à l'occupant israélien. Maintenant, moi, c'était mi-juillet. J'avais obtenu un rendez-vous avec le président de la République. Le rendez-vous était fixé à la fin du mois d'août. Et brutalement, mi-août, ce rendez-vous n'était plus possible. Peut-être qu'ils avaient l'information que eux, le 30 septembre, il allait être libéré. Peut-être qu'il a été calmé pour faire ça. Alors, ils avaient peut-être cette information, mais moi, Salah a été libéré un dimanche. Le vendredi, c'était mon dernier contact avec les autorités françaises. Elles n'étaient pas en mesure de me dire ce qu'il allait arriver le dimanche, donc 2 jours après. Elles n'étaient pas en mesure de s'engager, même en off, parce que, ils savent très bien que tout ce qu'ils m'ont demandé de garder pour moi, j'ai gardé pour moi. Et j'ai fait ça dans le bien de Salah avant tout. Donc, si le vendredi, il me disait Salah va être libéré dans 2 jours. Donc, il le savait pas. Je me serais réjoui et j'aurais gardé ça pour moi. Mais voilà. Mais ça veut dire que 2 jours avant, il ne voulait pas s'engager, donc il n'en savait rien. Qu'est-ce qui nous empêche d'écrire aujourd'hui que ce soit Salah qui signe la lettre? Moi, je pense que symboliquement, si je suis reçu par le président de la République, je pense que... Non, mais ça pourrait aussi éventuellement être une protection pour votre prochain départ au mois de janvier. Comme dit l'autre, il ne pourra pas nous dire « je savais pas ». Parce que là, c'est plutôt dans le suivi, en fait. Vous avez fait un gros travail. Maintenant, Salah est libéré, tant mieux. On est content, mais je veux dire, quand même, tous ces mois d'incarcération, et en réalité, ces 9 années, il faut que ce soit entendu par le pouvoir. Aujourd'hui, je suppose que vous êtes en contact avec les députés de la France Insoumise, etc. Il y a des prises de parole, mais au-delà de ces députés, enfin, je veux dire, un terroriste, enfin pas un terroriste, quelqu'un qui est emprisonné de manière arbitraire, il est reçu par l'État. Quelqu'un qui se fait enlever par des terroristes, il est enlevé par l'État. En tout cas, ils vont réfléchir. Oui, non, mais de toute façon, il y a une action à faire. On va rester en contact avec eux parce qu'il nous reste maintenant une deuxième bataille, c'est d'obtenir le droit pour vous, pour moi-même et notre fils, de rentrer en Palestine. Alors, dans un instant, n'est pas né à Jérusalem, donc en définitive, ils se sont débrouillés pour éviter qu'il ait droit d'office à cette carte. Dans un instant, et pour terminer, peut-être une note d'espoir, cher Salah. Pour nous dire et continuer de nous dire que la lutte est importante. C'est le message, je crois, principal à envoyer aujourd'hui, que ça ne sert pas à rien et quand on va manifester, quand on se mobilise, c'est pas dans le vent. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct et pardon à tous ceux qu'on avait prévu de faire intervenir, mais franchement voilà, c'est déjà très court. Et il y avait beaucoup de choses à dire et Salah, j'en suis sûr, reviendra nous voir. En tout cas, il est le bienvenu et chez lui ici avec Elsa. Le fort, bien entendu. On va lui demander de revenir avant de partir en janvier à Jérusalem. C'est possible, pour prendre date juste avant votre départ, de manière à ce qu'on marque publiquement votre retour en Palestine. Bon, alors moi j'avais envie de terminer cette émission avec une note d'espoir, parce que c'est vrai qu'on a évoqué beaucoup de sujets assez lourds, difficiles, de cette lutte permanente de ce peuple palestinien que l'on cesse de
de vivre aussi quelque part avec vous, même si on est dans un confort beaucoup plus important que le vôtre, certes, mais on le vit avec vous au quotidien, en prenant connaissance des informations. Alors évidemment pas en regardant les informations des médias mainstream, mais en allant sur les réseaux sociaux et puis en allant suivre, comme le disait tout à l'heure Elsa, Ziad Medouk, qui fait un travail extraordinaire à sa manière aussi. C'est une résistance à sa manière que de transpérer, de nous faire voir en temps réel ce qui se passe avec ses photos, ses vidéos. Pas plus tard que début de la semaine dernière, on a vu ce qui s'est passé à Gaza, l'horreur. Voilà. Donc bravo à lui et à tous ceux évidemment qui participent à leur manière à cette résistance. Alors, j'ai envie de terminer cette émission donc avec une note d'espoir. Salah Hamouri, j'ai envie de vous poser la question aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous aujourd'hui permet de dire que l'espoir, on y croit aujourd'hui, que même si certains n'y croient plus en se disant ça y est, les colonies sont installées, de toute façon l'État palestinien ne se créera jamais, on ne verra jamais ce pays Palestine. Vous, qu'est-ce que vous avez à leur dire à tous ces gens-là? Alors déjà, je les remercie tous pour tout le travail qui a été fait, et j'espère que ce sera la dernière fois où on travaille sur ma cause dans cette manière-là. Il faut dire que nous, dans les prisons, et hors de prison, mais surtout en prison, quand tu vis l'occupation assez intensivement dans les prisons, tu comprends bien que malgré les enfermements, malgré ce qui se passe, cette occupation israélienne, elle aura le même destin que le reste occupation en dehors du monde. Non, là, ça va faire 62 ans qu'on est sous occupation israélienne avant le mandat britannique, mais il faut aussi rappeler que il y a des peuples comme l'Algérien 132 ans et d'autres aussi longs occupants, et à la fin ils ont obtenu leur liberté. L'installation des colonies, ça veut pas dire que c'est leur droit. Il y en avait à Gaza. Il y en avait à Gaza et il y avait en Algérie des colonies. Alors je pense que n'importe les années que l'occupation elle reste, nous on a la conviction totale de la fin de cette occupation. Vous y croyez? Et je suis sûr que la fin de cette occupation elle arrive, parce que tu as un peuple qui résiste, un peuple que malgré tous les complots internationaux faits contre lui, là aujourd'hui la normalisation de quelques pays réactionnaires du Golfe qui normalisent leurs relations avec l'occupant, nous, le peuple, on l'a vu il y a 3 jours à Gaza, on le voit tous les jours en Cisjordanie et à Jérusalem et partout en Palestine occupée. Ce peuple, il y croit et il continue de croire que notre indépendance et notre liberté, elle arrivera un jour, et j'espère que ce sera notre génération, qu'elle obtient cette liberté pour donner une meilleure vie et un meilleur futur pour les prochaines générations. Et je veux dire à la fin que il faut que vous soyez convaincus que notre lutte, c'est la vôtre, et avec vous, on va continuer cette marche de la liberté, mais on va la continuer jusqu'à la fin, jusqu'à la liberté de toute la Palestine. صالح حموري كلمة باللغة العربية للمستمعي إذاعة فرانس مغرب 2 لأنهم يحبوا يسمعوا باللهجة الفلسطينية هالمقاومة الفلسطينية. احنا بنشكركم على هاي الاستضافة في راديو فرانس مغرب 2، وبنحكي لكم نحن الشعب الفلسطيني سوف نبقى كما عهدتمونا شعب لا يرضخ للاحتلال، شعب يستمر بمقاومته مقتنعا أن حريتنا هي حتمية وأن الانتصار آت لا محال. Je crois que après avoir écouté, franchement, tu nous as mis un sacré coup là aujourd'hui, Salah, avec cet appel. On peut plus rester inactif. Voilà, on peut plus rester à appeler ne serait-ce que l'émission de LGF pour dénoncer ce qui se passe. Il faut aussi participer à ces rassemblements, à ces manifestations. Vous l'avez compris, ça sert à quelque chose, même si tant est qu'on ne voit pas forcément le résultat là maintenant. Ça sert, Salah vous le dit. Il nous l'a dit qu'aujourd'hui, on y croit. Et on y croit avec vous, Salah. Et on va continuer de se battre de manière pacifique avec dans les règles de l'art, pour obtenir cette libération tant attendue. Merci beaucoup, Salah Hamouri. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir avant ton départ à Jérusalem. Et j'espère aussi, surtout, Elsa, que tu vas pouvoir rejoindre ton mari
avec ton fils à Jérusalem, parce que c'est aussi une volonté de ta part d'aller vivre là-bas. Oui, on espère que ça approche. Inch'Allah, comme on dit. Merci beaucoup Elsa, merci Salah, merci Tarek, merci Anan pour cette émission. En tout cas, merci à tous de l'avoir écouté. J'espère que vous avez en tout cas aussi profité de ce moment avec nous aujourd'hui dans cette émission spéciale avec Salah Hamouri. Et au travers du témoignage de Salah Hamouri, c'est toute la Palestine qui était avec nous aujourd'hui sur France Maghreb 2. Bonne soirée, bon week-end et à lundi. Le rappel de l'actualité de ce vendredi soir, c'est avec Marine Garel pour le Flash. Bonsoir Marine. Bonsoir à tous. À la veille des possibles blocages liés au mouvement des Gilets jaunes, 2 sociétés d'autoroutes appellent les conducteurs à différer leur déplacement demain. C'est notamment le cas du groupe Sanef qui exploite notamment les autoroutes de Normandie, du Nord et de l'Est. Après 10 mois de détention dans une affaire de viol, Tariq Ramadan a obtenu hier sa mise en liberté sous contrôle judiciaire après avoir lui-même plaidé sa cause devant la Cour d'appel de Paris. La remise en liberté de l'islamologue suisse de 56 ans reste cependant soumise au versement préalable d'une caution de 300 000 €. 8 ans de prison ferme, c'est ce que requiert l'avocat général à l'encontre de la mère de la petite Serena, cette petite fille de moins de 2 ans qui avait été retrouvée dans un coffre de voiture. Le verdict est attendu ce soir à la cour d'assises de Tulle en Corrèze. Justice toujours, l'avocat général requiert la réclusion criminelle à perpétuité contre Michel Fourniret et Monique Olivier pour le meurtre de Farida Amish. La défense de Michel Fourniret et Monique Olivier a plaidé cet après-midi et le verdict est attendu en fin d'après-midi. Ce matin, les avocats des parties civiles ont appelé à condamner les 2 accusés. Ils ont aussi rappelé le principal enjeu du procès, la mémoire de la victime et la recherche de sa dépouille. Mercredi, Édouard Philippe a annoncé vouloir supprimer d'ici 10 ans toutes les chaudières individuelles au fioul, un objectif qui inquiète la CFDT Chimie Énergie. Derrière les chaudières fioul, il y a 25 000 salariés qui travaillent, selon la fédération, qui considère qu'il n'y a pas un mot, pas de stratégie pour eux. Emmanuel Macron, le chef de l'État, a inauguré à Besançon le musée des Beaux-Arts, récemment rénové. Mais sa visite a fait des déçus. Les curieux venus aux abords du musée n'ont pas pu écouter son discours ni s'approcher du bâtiment. Le président a quitté les lieux en leur adressant un signe de la main, mais sans bain de foule comme il le fait parfois. Sport football et ce soir, l'équipe de France sera face aux Pays-Bas pour accéder à la phase finale de la Ligue des Nations. Coup d'envoi de la rencontre, 20h45. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.